Euh, Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, après, c'est pas comme si vous alliez me répondre. Je vais bien et toi? Wow. Vous êtes rentré comment chez moi? Comme vous avez pu le voir au début, aujourd'hui on va parler d'un livre d'Amélie de Tombe appelé Stupeur et Tremblement. Amélie de Tombe est une romancière née le 9 juillet 1966 en Belgique. Elle publie en 1992 son premier roman nommé Hygiène de l'assassin qui obtient 2 prix. En 1999, elle publie Stupeur et Tremblement qui fut par la suite adapté en film en 2003. D'ailleurs, petite parenthèse, pour le bien de cette vidéo, j'ai utilisé les images du film pour illustrer les personnages. Bon bah c'est parti du coup. Bon, l'intrigue. On a ici une autobiographie racontant une année de la vie d'Amélie dans une ferme japonaise. L'histoire se place donc au Japon. Sans blague. Mais combien de fois Faut que je te vire de chez moi pour que... Bien, disais-je. Elle passe donc une année dans cette firme qu'elle a renommée Yumimoto pour le bien de son roman, et laissez-moi vous dire que ce n'était pas une partie de plaisir. La rime, c'est fait. Elle passe de comptable à la femme de ménage des toilettes du 44e étage. Pas du 43e, du 44e. Elle subit de nombreuses humiliations et on en vient à questionner sa santé mentale. Avant de donner un exemple, voilà ce que vous devez savoir. Amélie a pour supérieur Madame Fubukimori, qui a pour supérieur Monsieur Saito, qui a pour supérieur le vice-président de la firme Monsieur Omoshi, qui a pour supérieur le président Monsieur Haneda. Ouh là là, Quelqu'un a un verre d'eau s'il vous plaît? avec ça en tête, on peut se lancer. Après quelques temps, elle reçoit un travail de Madame Mori consistant à vérifier des montants dans un classeur grâce à des calculs pour revenir au yen près à ce qu'elle devait trouver. Elle a une deadline qui l'oblige à finir le classeur avant la fin du mois. Deadline est un mot anglais pouvant signifier en français date butoir, date limite, échéance, date de tombée. Après plusieurs jours, elle n'arrive toujours pas à faire un calcul correct et elle décide donc de passer ses nuits au bureau. Et là vous vous dites sûrement, mais je vois pas où est-ce qu'on peut la critiquer sur sa santé mentale. Non. Encore toi? Bon, tu sais quoi, reste dans le fond mais fais pas de bruit. Ouais. Et c'est durant cette dernière nuit blanche où elle devient entre guillemets folle, elle se déshabille totalement, fait le poirier et enlace l'ordinateur de Fubuki. Elle finit par se rhabiller et s'endormir avec la poubelle renversée sur elle. Je pense que vous comprenez maintenant un peu mieux la situation. Allez, maintenant, si on passe au personnage. Bon, je vais vous présenter deux personnages. D'abord, Fubuki Mori. Fubuki, comme vous le savez déjà, est la supérieure d'Amélie. D'ailleurs, sa beauté vaut une vraie admiration de la part de celle-ci. On peut prendre pour appui ce passage. 2 mètres devant moi, le spectacle de son visage était captivant. Ses paupières baissées sur ses chiffres l'empêchaient de voir que je l'étudiais. Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais. Ce nez inimitable aux narines délicates et reconnaissable entre mille. Fubuki est une femme très sérieuse et appliquée dans son travail. Durant la lecture, votre vision du personnage et des sentiments qu'elle peut susciter vont beaucoup changer. De l'admiration à la colère et à la pitié. Si vous désirez savoir pourquoi, je vous laisse lire le livre. Maintenant, Monsieur Saito. Saito est très strict et sévère. Il a beau ne pas faire bonne impression auprès des lecteurs durant la majeure partie du livre, on découvre au final qu'il a un bon fond. Par exemple, dans ce passage. Quand il me croisait aux toilettes, un rictus nerveux s'emparait de sa figure malingre. Ma supérieure avait eu raison lorsqu'elle m'avait parlé de l'humanité de Monsieur Saito. Il était bon, mais pusillanime. Grâce à la description que je vous ai faite du personnage, vous pouvez déjà vous faire une idée sur les sentiments qu'il suscite. Un sentiment d'injustice et de colère par rapport à ce qu'il fait subir à Amélie, et un sentiment de sympathie lorsqu'il réagit à la rétrograde de celle-ci. Allez, maintenant, je vais vous lire 2 passages qui m'ont marqué. Alors je vais vous donner un peu de contexte pour que vous soyez capable de comprendre. Le premier passage que je vais vous citer se situe à la fin du livre où Amélie annonce à sa supérieure qu'elle ne renouvellera pas son contrat. Leur échange semble susciter en Fubuki un fort sentiment de satisfaction et Amélie le remarque. Elle fait donc toute une métaphore filée pour dire qu'elle se soumet. Bien évidemment, elle ne le dit pas à Fubuki, elle le pense. Chère tempête de neige, si je puis, à si peu de frais, être l'instrument de ta jouissance, ne te gêne surtout pas, asseye-moi de tes flacons après dur. De tes grelons taillés comme des silex, tes nuages sont si lourds de rage, j'accepte d'être la mortelle perdue dans la montagne sur laquelle ils déchargent leur colère. Je reçois en pleine figure leurs 1000 postillons glacés, ils n'en manquent coup de guerre et c'est un beau spectacle que ton besoin d'entailler ma peau à coups d'insultes, tu tires à blanc. Chère tempête de neige, j'ai refusé que l'on me bande les yeux face à ton peloton d'exécution, car il y a si longtemps que j'attendais de voir du plaisir dans ton regard. Dans cette métaphore, Amélie compare Fubuki à une tempête de neige car en japonais, le prénom de sa supérieure signifie la même chose, donc tempête de neige. Dans ce passage, on voit encore une fois l'admiration qu'elle voue au visage de Fubuki. Comme elle le dit, elle est même prête à souffrir pour voir du plaisir dans son regard.
Le deuxième passage se situe à la fin du livre, plus précisément à l'avant-dernière page, lors des derniers instants d'Amélie dans l'immeuble Yumimoto. Durant toute son année de contrat, elle avait l'habitude de rester à regarder au travers des fenêtres la ville pour pouvoir s'échapper. Surtout quand elle passe ses 7 derniers mois en tant que femme de ménage dans les toilettes du 44e étage où se trouvait une grande baie vitrée. D'instinct, je marchais vers la fenêtre, je collais mon front à la vitre et je sus que c'était cela qui me manquerait. Il n'était pas donné à tout le monde de dominer la ville du haut du 44e étage. La fenêtre était la frontière entre la lumière horrible et l'admirable obscurité, entre les cabinets et l'infini, entre l'hygiénique et l'impossible à laver, entre la chasse d'eau et le ciel. Aussi longtemps qu'il existerait des fenêtres, le moindre humain de la Terre aurait sa part de liberté. Une ultime fois, je me jetais dans le vide, je regardais mon corps tomber. Quand j'eus contenté ma soif de défenestration, je quittai l'immeuble Yumimoto, on ne m'y revit jamais. Ouah, 20 minutes. 20 minutes il m'a fallu pour que je réussisse à lire ce truc sans que mon cerveau s'arrête. On peut dans ce passage constater une série d'oxymores et d'antithèses qui mettent en avant ce qu'elle a pu vivre durant ces 7 mois. On comprend donc bien que ce n'était pas facile. Allez, on passe à mon avis et on pourra mettre fin à cette vidéo. S'il y a bien un point positif pour ce roman, c'est les sujets abordés étant toujours d'actualité. Par exemple, la différence entre les hommes et les femmes au sein d'une société et la discrimination vis-à-vis des étrangers. Amélie Nothomb, à travers ce roman, nous fait prendre conscience de certains problèmes de la société et ça ne fait pas de mal. De plus, ce livre n'est pour moi pas compliqué à lire, ses explications sont précises et compréhensibles même si parfois, si on a l'esprit ailleurs, on peut s'y perdre avec toutes ces métaphores. Si je devais donner un point négatif, cela serait que parfois on a l'impression que ces explications sont longues pour pas grand chose, après c'est probablement juste moi. Finalement, est-ce que vous devriez le lire? Je ne sais pas, en revanche je le conseille fortement. Bon, je vous laisse sur ça, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, au revoir. Au revoir. Oh mais je croyais t'avoir... In the morning.